savez que j'ai un problème récurrent, c'est que j'ai l'équivalent des deux petits vieux du Muppet Show dans la tête. Et à chaque fois que je me répète, ça les gonfle. Et ils se manifestent. Mais on l'a déjà entendu, mais ça tu l'as déjà dit 100 fois, mais pourquoi on est venu? Et j'ai une certaine intolérance à la répétition. Et en même temps, à chaque fois, je dois les faire taire en leur rappelant qu'ils sont les seuls, et donc je suis le seul à m'être entendu à chaque fois que j'ai parlé. Donc théoriquement, il y a quelque chose d'un tout petit peu plus frais pour une majorité d'entre vous quand même si j'explore les mêmes thèmes à plusieurs reprises. Si quelqu'un commence à avoir froid, j'avais ouvert toutes les fenêtres latérales pour donner un petit coup d'aération, mais n'hésitez pas à les fermer quand quelqu'un se dit « ça va pas, j'ai froid » ou « j'aime pas les courants d'air », prenez l'initiative de les fermer. Alors on va essayer de reparler de la pleine conscience. Et tant pis pour les deux grognons du fond, dans ma tête. C'est la traduction française maladroite de l'anglais mindfulness. Donc comme dans mindful, il y a full, on s'est dit bon, pleine conscience. Ça a toujours été un peu naze comme traduction. Et l'anglais mindfulness lui-même était une façon de traduire le pali sati, qui est vraiment le terme historiquement dans les textes bouddhistes de cette qualité-là d'attention. Et la définition de Jon Kabat-Zinn, c'est la pleine conscience consiste à être attentif d'une manière particulière, consciemment, dans le moment présent et sans porter de jugement. Et en fait, je trouve que c'est pas une bonne définition du tout. Enfin, elle était bien à l'époque. En 79, c'était pas mal, mais ça décrit pas assez bien ce que c'est. Si on cherche vraiment à comprendre ce qu'est la pleine conscience par opposition, par exemple, à ce qu'on appelle la concentration. La concentration, c'est la capacité qu'on a à se saisir d'un objet de méditation et à pas le lâcher, rester focalisé dessus. Et la pleine conscience, c'est plutôt cette capacité à observer ce qui est présent, ce qui a émergé spontanément, avec cette qualité d'avoir pleinement conscience de ce qui a émergé et du fait que ça va passer, on va y revenir, et du fait que c'est pas nous. Et une définition de la pleine conscience devrait intégrer ces idées-là de désidentification et d'impermanence, parce que ça fait vraiment partie de cette qualité-là. À quoi sert la pleine conscience? Et pour moi, c'est une baguette magique qui va transformer notre rapport à la réalité. Elle va réenchanter un certain nombre de choses ordinaires. Elle va redonner de la saveur à des choses simples. Elle va désenchanter des choses dont on n'a pas besoin. Elle nous libère du poids de l'oppression des émotions désagréables. Elle permet aussi le retour de l'être aimé, le désenvoûtement, les gains financiers. Alors non, mais ça commençait à en prendre la direction avec mon inventaire. Peut-être simplement qu'elle permet de percevoir la réalité comme elle est vraiment. Et c'est là qu'on peut citer Dalai Lama, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas dites sur Internet. Mais ça, il l'a dit. Il existe une disparité entre la façon dont nous percevons le monde et la façon dont les choses sont vraiment. Il y a une disparité entre la manière dont on perçoit le monde et ce que les choses sont vraiment. Et dans cet espace,
est contenu l'entier de notre souffrance. Comme on dit dans le métro anglais, mind the gap. Faites attention au trou, à cette distance entre comment on perçoit le monde si on ne fait pas d'effort méditatif et comment le monde est vraiment. Et c'est là que justement la pleine conscience intervient pour nous faire voir comment le monde est vraiment. Et il y a ce réenchantement. Refaire l'expérience de quelque chose comme si c'était la première fois. Avec le raisin, qui est l'exercice du MBSR qui permet de prendre conscience de ça. Mais en fait, j'avais oublié que ça pouvait être comme ça, un raisin. Comme un enfant qui redécouvre quelque chose pour la première fois. C'est comme ça aussi qu'il y a très longtemps, ça c'est pour les personnes qui ont connu l'arrivée des micro-ondes, c'est comme ça qu'on nous vendait les micro-ondes. Je me rappelle d'un démonstrateur dans une foire qui mettait un pain un peu 4-5 jours un peu sec, il le mettait dans le micro-ondes, il le laissait tourner 1 minute, il le sortait fumant, tendre, humide, et il disait, voyez, le micro-ondes régénère le pain. Eh bien, la pleine conscience régénère les choses simples qu'on a laissées traîner plusieurs jours et dont on pensait qu'elles étaient sèches, c'est-à-dire le contact avec la nature, les plaisirs sensuels simples, à manger des bonnes choses, voir des belles choses, plus profondément apprécier vraiment le contact des gens qu'on aime quand ils sont là, ces choses dont on aurait tendance après un certain temps à les traiter comme un pain qui est un peu séché. Ça redonne de l'importance à ce qui en a, de la beauté à ce qui en a, de la saveur. Une autre de mes métaphores brillantes, c'est le glutamate de la réalité. C'est le magie. C'est horrible. Et très sérieusement, j'ai arrêté de boire de l'alcool. J'étais pas alcoolique non plus, mais quand j'ai pleinement pris conscience de ça, parce qu'en fait, j'ai réalisé que ça me gâchait le goût de la réalité, et que le goût de la réalité était déjà tellement intoxiquant en lui-même que d'ajouter un truc, c'était gâché en fait. C'était moins bien. Et c'est vraiment au-delà de la réduction du stress, c'est vraiment un point crucial de cette pratique de la pleine conscience, c'est que ça redonne vie, ça réenchante des choses simples, et du coup ça augmente le bonheur en fait. Et c'est vraiment quelque chose, à chaque fois que je fais cet exercice du raisin, enfin que je le faisais, il y avait quelqu'un pour dire, mais il était quand même spécialement bon, non, ce raisin? Non! C'était un raisin sultanine bio de la Migros, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, mais la qualité d'attention qu'on mettait dans la dégustation faisait qu'il était spécialement bon. Comme le dit Dipama, qui est une très grande méditante qui a fait des choses incroyables, et il y a une biographie de Dipama qui est un peu... qui est à la limite de la crédibilité parfois, ou alors pas, parce qu'elle était vraiment une très très grande méditante, très accomplie. Dipama nous disait, tout est frais et nouveau tout le temps. Chaque moment est nouveau. Et il faut le prendre très sérieusement. Il n'y a pas d'ennui possible. On peut presque voir l'ennui comme le symptôme d'un manque de pleine conscience. Si on s'ennuie, c'est qu'on est en train de foirer notre pleine conscience. C'est qu'on n'est pas sérieusement engagé dans ce qu'on est en train de vivre. On met un peu plus d'attention, on s'ennuie plus. La pleine conscience désenchante aussi le superflu, notamment en révélant la nature infernale, vide et vaine de la gratification immédiate.
Donc ça, c'est un exercice dans une formation basée sur la pleine conscience que j'avais donnée 5 ou 6 fois, où on se focalise sur ce qu'on mange et sur la relation à ce qu'on mange. C'est quelque chose vraiment qu'on découvre, que moi j'avais découvert, et j'avais trouvé ça assez dingue. Si on a connu des problèmes récurrents d'envie de manger un truc, et qu'on connaît le cycle, hein, on a envie, on cède, on mange, on regrette. Et c'est une expérience extraordinairement insatisfaisante. Parce qu'en fait, l'envie est en fait désagréable. Parce que quand on sent confusément qu'on va la regretter, on n'est pas vraiment heureux d'avoir cette envie quand elle est là. On lutte un peu contre. Donc elle n'est pas vraiment plaisante. Et à la limite, on cède en mangeant le Snickers. En partie parce qu'on a envie que cette envie désagréable s'arrête. Et qu'on sait que si on mange le Snickers, pouf, il n'y aura plus d'envie. Donc on sera débarrassé de ce problème-là, on en aura un deuxième. C'est qu'on n'aura pas vraiment profité, on en profite peut-être un peu pour être honnête. La première morse, elle est peut-être vraiment bonne, mais après, on a le regret ou la honte, ou voilà, la déception de ne pas avoir été à la hauteur de ce qu'on voulait faire. Donc il y a ce cycle infernal et archi stupide en fait, et qui se répète pour beaucoup de choses. Et si on applique de la pleine conscience à ça, il y a ce truc miraculeux où on réalise qu'en fait l'envie, elle est intense, mais si on lutte pas contre elle, mais qu'on se contente de l'observer, ben on réalise qu'elle est impermanente, donc elle passe, elle redescend, et c'est bon, en fait. On n'a pas besoin de faire quelque chose, on n'a pas besoin de lutter contre, on n'a pas besoin de lui obéir, on peut juste dire, ah tiens, c'est une envie, ou c'est déplaisant. Et sur le moment, il y a cet effet tunnel où il n'y a plus que le Snickers, en fait. Le monde entier disparaît, c'est ou le Snickers, ou pas de Snickers. Et les deux alternatives sont nulles. Donc, on se sort de cette vision tunnel, on se dit, ah non, en fait, il y a juste l'envie du Snickers, et je la sens un peu là, il y a une espèce de tension, il y a un mal-être, et puis dans ma tête, il n'y a que le Snickers. Et puis, petit à petit, ça s'étiole, parce qu'en fait, ça dure pas longtemps du tout. Ça disparaît, je me dis, ah bon, bah voilà, je continue ma vie. Donc, ça désenchante ce genre de truc. Et puis, je pense aussi, j'espère, que ça contribue à désenchanter la gratification qui vient de l'achat de biens matériels superflus. Je pense. Là, j'espère. Collectivement, je pense que vous êtes quand même de moins en moins excités par l'apparition de l'iPhone N+1. Comme j'ai perdu le chiffre exact, on va l'appeler comme ça, mais le nouveau, celui qui remplace le N-1 et le N. C'est la même chose, il y a une gratification sur le moment, il y a la unboxing experience. Vous savez, il y a ça sur Internet, les gens, ils vous montrent quand ils ouvrent l'emballage de l'iPhone. Et voilà, c'est du carton de première qualité, une grande épaisseur, et là, comme d'habitude, la protection en papier de première... Enfin voilà, c'est 1 million de vues. Donc, on sort aussi de ce cirque-là parce qu'on réalise que c'est pas satisfaisant, quoi. On achète le truc, il nous satisfait un moment, après il nous satisfait plus, puis après on a besoin d'un nouveau truc pour remplacer le truc qui nous satisfait plus. Et ça désenchante aussi, surtout, le poids des émotions désagréables et l'importance qu'elles peuvent prendre pour nous. Ce désenchantement-là, il se produit parce que l'observation révèle comme une baguette magique la nature impermanente et désidentifiée des émotions, des sensations difficiles. Donc, on applique la pleine conscience et on perçoit tout à coup 2 choses. On perçoit l'impermanence qui se résume par cette phrase que les 2 papis dans ma tête ont entendue 3000 fois. On sait, ça aussi, ça va passer. Oui, voilà. Ça aussi, ça va passer. Qui est la phrase qui résume, qui exprime parfaitement cette notion d'impermanence. Donc une émotion, une sensation, même très intense, même très désagréable, on peut se contenter de l'observer passer. Elle va passer. Et généralement, on a ce petit truc qui nous aide, qu'on se saisit d'une émotion dans le corps.
parce que le corps est toujours dans l'instant présent, parce que le corps ne rumine pas, donc on attrape quelque chose qu'on peut attraper, parce que l'émotion, les pensées associées à l'émotion, c'est un contenu un peu plus fluide. C'est difficile de s'en saisir avec notre attention. Mais la sensation de l'anxiété, la boule dans la gorge, c'est assez facile. Donc, on se focalise là-dessus. Et comme la sensation, on la sent qui change, c'est pas toujours la même boule dans la gorge. Il y a des moments où elle est plus intense, moins intense, ça serre plus, ça serre moins. On réalise d'abord qu'elle change et on réalise ensuite qu'elle passe. Et donc que l'émotion passe. Donc on ne se prend pas les fameuses deuxième flèche, troisième flèche, quatrième flèche, dont vous vous rappelez peut-être, dont on parlait dans le cours. Et il y a la désidentification. Nous ne sommes pas nos émotions, nos pensées, nos sensations. Comme l'a dit Mokokoma Mokonohana, les émotions que nous ressentons et les désirs et les pensées que nous avons sont autant les nôtres que les sons que nous entendons. C'est ça la désidentification, c'est prendre conscience qu'une pensée et une émotion, c'est aussi juste une pensée et une émotion. C'est cultiver par rapport à nos pensées et à nos émotions, selon mon exemple qui n'a jamais rencontré un grand succès, sont comme le son d'une souffleuse à feuilles. Je m'explique. La souffleuse à feuilles, quand vous l'entendez, c'est déplaisant, mais vous savez que ça va passer, en permanence. Et désidentification, vous n'êtes pas en train de vous dire « Et pourquoi je suis une personne qui entend une souffleuse à feuilles ?» C'est peut-être à cause de mes parents. Mes parents ont dû faire des trucs qui font que maintenant j'entends des souffleuses à feuilles, quoi. C'est mon éducation, c'est aussi ce truc judéo-chrétien lourd, quoi, qui pèse sur mes épaules, qui fait que j'entends des souffleuses à feuilles. Non. Hein, on ne le fait pas parce qu'on a une relation adéquate et appropriée avec le son de la souffleuse à feuilles. On se dit, c'est pas moi, c'est un truc qui m'habite, qui m'occupe, qui va passer. Alors qu'avec une émotion, genre la culpabilité, vous allez partir dans « mais pourquoi moi ? Mais pourquoi je suis ce genre de personne ? Et qu'est-ce qu'on m'a fait ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Et combien de temps ça va durer ?» Ben, ça va durer le temps de la souffleuse à feuilles. L'émotion, elle dure le temps qu'elle dure et après elle passe. Et c'est vraiment cette idée que Mokokoma Mokonohana veut transmettre dans cette phrase, c'est que on devrait davantage envisager nos émotions et nos pensées comme on envisage le bruit de la souffleuse à feuilles. Je cite souvent cet exemple de la petite fille grièvement atteinte par une maladie du cœur à laquelle on demande comment elle va, avec cette petite nuance, parce qu'on a l'impression que ça va pas, vu ce qu'elle a. Et qui répond en pleine d'assurance, moi ça va très bien, c'est mon cœur qui est malade. Et là aussi c'est de la désidentification, c'est une professeure de désidentification. Elle va très bien. Elle a juste un cœur qui est malade. Et elle a la sagesse de ne pas confondre les deux. Ou le vieil enseignant dans une gare routière qui attend un bus qui ne vient pas, tout le monde est fatigué, il fait chaud, et on lui demande là aussi ça va, et il répond, il y a de la colère ici, mais je ne suis pas en colère, il y a de l'impatience ici, mais je ne suis pas impatient, il y a de la chaleur ici, mais je n'ai pas chaud. Il faut se rappeler qu'il poussait ça hyper loin, notamment quand il logeait chez un méditant aux États-Unis et puis que pour la première fois l'enfant, je sais pas si c'était un petit garçon ou une petite fille, du méditant qui l'hébergeait a vu ses jambes nues, parce que d'habitude il avait toujours cette longue robe monastique. Puis il lui a dit « Ah, tu as des jambes !» Et il a corrigé « Il y a des jambes !» Donc il prenait vraiment, jusque dans la grammaire du quotidien, les choses très au sérieux. Il ne faut pas se laisser abuser. Il y a des choses qui sont là, qui vont passer. On n'a rien, on n'est rien. Et c'est assez libérateur de s'en rendre compte, parce qu'on est libéré du poids de cette identité qui contient des choses qui sont déplaisantes.
Et on est libéré de l'illusion que les émotions sont permanentes, que les pensées sont permanentes. On passe de « je suis anxieux », pourquoi, et combien de temps est-ce que je resterai, comment je vais m'en débarrasser, à « oh, virgule, de l'anxiété, point d'exclamation ». Et combien de temps est-ce qu'elle va rester là, et quand est-ce qu'elle va passer, et cette idée de la vivre en tant que sensation. Ce qui ne veut pas dire que la psychologie et la psychiatrie n'aient pas raison de nous dire qu'il y a des types de personnalités, qu'il y a des diagnostics qui ont une certaine persistance. Si on est sujet à la dépression, on aura plus de pensées dépressives que si on n'est pas sujet à la dépression. Mais de la même manière, si vous habitez à côté d'un voisin qui a une souffleuse à feuilles, ça augmente considérablement votre risque d'entendre le son de la souffleuse à feuilles. Mais au quotidien, il n'en reste pas moins que vous confondre vous-même avec la souffleuse à feuilles, c'est un peu débile. Tout comme se confondre soi-même avec des pensées dépressives, c'est un peu débile, parce que elles nous rendent visite peut-être plus souvent qu'à d'autres personnes, parce que il y a des choses qui sont structurellement dans notre paysage, dans notre passé, dans notre histoire de vie, mais la relation qu'on a à chacune de ces pensées quand elle apparaît, c'est la relation qu'on a au bruit de la souffleuse à feuilles. C'est une pensée, c'est une émotion, elle est apparue, elle est là, elle va passer, elle n'est pas nous. Quelques suggestions pratiques sur qu'est-ce que c'est que cette qualité d'attention-là, de pleine conscience. Et peut-être plus d'un côté un peu évocateur, d'un côté un peu cerveau droit. Parce qu'on peut décrire comment faire pour se mettre en pleine conscience, ça c'est l'aspect vraiment technique, il y a une succession de choses qu'on fait avec notre attention. Puis on peut aussi essayer d'évoquer ce que c'est, comment est-ce qu'on chope cet état d'esprit, comment est-ce qu'on l'attrape, à quoi est-ce qu'il ressemble. Il a une saveur enfantine. Même dans les textes bouddhistes, à une époque où le Bouddha était un peu perdu, il s'était entraîné à concentrer son attention, vraiment cet aspect de concentration, et il le faisait extrêmement bien, mais il avait réalisé que quand il cessait d'être dans ses méditations de concentration, il redevenait ce jeune homme déprimé en crise existentielle qu'il était. Donc c'était vraiment un opium extraordinairement efficace, mais après la montée, il y avait la descente, comme tous les junkies le savent, donc c'était pas ce qu'il cherchait. Après, il avait expérimenté la privation de nourriture extrême, selon une théorie un peu neuneux qui circulait à l'époque chez les sages, qu'il fallait, pour se débarrasser de l'oppression des choses matérielles, il fallait arrêter de manger. Voilà, il n'y avait pas que des théories brillantes à l'époque, mais il avait essayé, et il était très 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 maigre, et le résultat c'est qu'il était très 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 maigre et très déprimé. Donc ça marchait pas non plus. Et c'est là qu'il a mangé, et qu'il a eu, selon certains suttas, un souvenir d'un moment, d'un instant de son enfance où, pendant que son père faisait une cérémonie rituelle je crois que c'était, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'était un rituel des moissons pour annoncer la saison des moissons. Et il observait son père en train de faire ça, et il s'est rappelé qu'il était entré dans un état d'attention, et que cet état était très agréable, qu'il était à l'abri dans cet état de l'envie et du rejet, donc des émotions déplaisantes, problématiques, et qui s'est dit, mais en fait, tiens, cet état-là, il me paraît extrêmement intéressant. Et si, au lieu de me laisser mourir de faim, je travaillais un peu à cultiver cet état-là et à voir ce qui peut me permettre de faire. Donc,
Dès le départ, dans les textes bouddhistes, il y a cette référence à l'enfance, à quelque chose de cet état enfantin, d'émerveillement, de fascination, la première fois qu'on voit une sauterelle, la première fois que on goûte à un bonbon. Dans un des centres de méditation où je vais souvent, il y a la photo d'un enfant avec la bouche comme ça. La bouche entrouverte, vraiment de cette espèce d'absorption complète, fasciné dans ce qu'on est en train d'observer. Et c'est ça qu'on essaie de choper, hein. C'est ça qu'on essaie de retrouver. Que chaque pas dans la méditation marcher, c'est comme le premier pas. C'est quoi un pas? C'est ça. C'est cette espèce de truc qui se déplie, cette espèce de ballet coordonné gracieux, et qu'on le redécouvre comme si c'était la première fois. L'esprit du débutant, disent les pratiquants zen. J'ai vu une vidéo récemment d'un enfant, d'un prodige du piano, mais vraiment d'un tout petit, hein, depuis pratiquement bébé, on arrive à le hisser sur une chaise et puis il joue des accords. Et russe, évidemment, j'ai envie de dire, prodige russe du piano. Et il y a une vidéo où il doit avoir à peine 2 ans, je pense, peut-être un peu plus de 2 ans. Et ils sont en train de visiter, je crois, la tombe de Tchaïkovski, la famille. Et il y a des musiciens qui jouent de la musique, un concert en extérieur. Et il entend, et sa maman le filme en train de marcher vers les musiciens. Et il s'assied pour écouter. Et il a 2 ans, mais ce qu'on voit sur son visage en termes de qualité d'absorption complète par la musique, vraiment des yeux, une gravité aussi, vraiment une volonté de se saisir, d'absorber tout ce qu'il est en train d'entendre et de voir, c'est ça qu'on recherche. Et c'est ce truc que les enfants et les jeunes enfants ont, et que nous, on doit se fatiguer à reconquérir, à allumer. C'est cette qualité-là. Curiosité, émerveillement. Il y a aussi une autre dimension. Cette qualité, elle est dans l'espace, ou dans la qualité de ce qu'on observe et dans le temps. Et je sais jamais comment expliquer ça, mais ça va un peu avec l'aspect émerveillement ou fascination. Quand on observe par exemple l'apparition d'une pensée, on se dit mais qu'est-ce que c'est exactement qu'une pensée? Comme si c'était la première fois. On n'est pas blasé, donc on veut savoir exactement au niveau des données brutes de notre expérience. Si par exemple vous avez une pensée, est-ce qu'elle est venue avec une image, comme une diapo, avec un film? Est-ce que c'est une parole qui l'a enclenché, un récit intérieur? Est-ce que les choses sont venues en même temps, ou est-ce qu'il y a eu d'abord l'un, ensuite l'autre? Le son, est-ce que vous arrivez à vous rapprocher d'un son sans le filtre de votre interprétation de « Ah, c'est un oiseau ». Mais vraiment, c'est une musique. Et même avant que ce soit une musique, c'est une espèce de vibration pour vous, ce son. Et d'aller au plus près de la donnée brute, d'avoir cette curiosité de devoir aller toujours plus loin, d'oublier toujours plus ce qu'on plaque sur l'expérience, hein, par habitude. On se dit « Ah, c'est un merle ». Non, c'est un chant. Et avant le chant, c'est un son. Et avant le son, c'est une espèce d'expérience, de vibration qui passe par mes oreilles, et c'est quelque chose de vraiment brut qu'on va rencontrer. Moi, ça m'est arrivé dans ma carrière méditative, tout à coup, de réaliser ce que je savais sans le savoir, que je faisais beaucoup de synesthésie. Vous savez, la synesthésie, c'est quand les sens se mélangent. Et c'est un branchement de naissance, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Mais les sons, je les entends en même temps que je les vois. Et je peux pas dissocier l'un ou l'autre. Je peux éventuellement me focaliser plus sur un aspect ou un autre, mais ça vient ensemble. Et les sens, chez moi, sont un peu mélangés. Il y a des images qui me viennent à chaque son que j'entends. Et ça, c'est dans la méditation que j'ai réalisé, ah, mais en fait, c'est juste, ça se passe comme ça pour moi. Et j'avais oublié que
que j'avais tendance à mélanger les sens. Ça, c'est pour la curiosité, pour la qualité de ce qu'on observe, pour l'espace. Pareil pour le corps, hein. Vous avez souvent, si vous prenez conscience du corps entier, vous aurez quand même une espèce de carte du corps qui se superposera à vos sensations. Vous dites, ok, là je sens un truc qui vibre, mais c'est aussi mon pied droit. Et je me le dessine un peu dans ma tête, où je sais qu'il a la forme d'un pied. Et si vous essayez d'oublier ça, et d'aller vraiment à, en fait je sais pas si c'est un pied droit. Il y a un truc, il y a des vibrations, de la chaleur. C'est quoi exactement ? C'est presque plus simple, je pense, pour des gens à l'époque bouddhiste qui étaient nés dans une tradition où il y avait déjà un système qui avait une autre manière de décomposer la perception des sensations. Pour eux, et dans les médecines traditionnelles, on en parle encore beaucoup, hein, il y a les 4 éléments. Donc il y a des sensations qui relèvent de l'air, du vent, de ce qui est... Il y en a qui relèvent du feu, bon, on voit bien lesquels, celle-là c'est pas trop compliqué. Il y en a qui relèvent de l'eau, de la terre. Et ça, c'est déjà un filtre intéressant parce que du coup, au lieu de vous dire « Ah, il y a une sensation au niveau de ma cuisse droite », vous dire « Ah, il y a quelque chose de l'ordre du feu avec un peu d'air ». Vous voyez, c'est une autre façon, on peut rebrasser un peu les cartes pour essayer d'oublier un peu nos filtres et revenir à une perception plus directe de ce qui se passe. Hein. Parce qu'en fait, probablement que si vous prenez conscience de votre corps en tant que pure sensation, vous n'aurez pas vraiment de frontières corporelles dessinées comme celles que vous lui ajoutez. C'est une espèce de blob de trucs qui picote, qui ça touche à certains endroits, ça picote à d'autres, ça chauffe à d'autres. Et puis, il y a la notion de la relation au temps. Et là aussi, on va vers un découpage du temps aussi fin que possible. On essaye d'aller vers la milliseconde dans notre conscience du temps. On vise une conscience du temps continue et pas discrète pour les gens auxquels ce langage parle. C'est-à-dire, c'est pas tac, 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 tac. Le temps, c'est quelque chose de continu qui se déploie. Et par exemple, dans la relation à la respiration, c'est pas « Ah, il y a l'inspiration »,« Ah, il y a l'expiration »,« Ah, il y a cette pause entre les deux ». Ça, c'est ce qu'on fait un peu pour établir une relation de continuité avec la respiration. Mais évidemment que ce qu'on va chercher, c'est chaque instant de l'inspiration. Et il y a un moment où l'inspiration cesse d'être l'inspiration et où l'expiration commence. Ben c'est quand cet instant-là exactement. Et tout au long du déploiement de l'expiration, à quel moment pour vous c'est un peu fini parce qu'il n'y a plus rien et il y a juste un corps qui est dans l'attente de la prochaine inspiration. C'est vraiment cette curiosité. Comme on a de la curiosité pour la qualité de ce qu'on observe, exactement quelle sensation c'est, ben c'est exactement chaque instant du temps qui se découle. Et d'aller à la rencontre de ce temps-là. Mettre la conscience au ralenti. Les sportifs, ils parlent parfois d'être dans la zone. Vous avez déjà entendu cette expression. Un tennisman qui est dans la zone, c'est un tennisman qui vous dira « Là, j'étais dans la zone au deuxième set. La balle, je la voyais de la taille d'un ballon de foot. Et le temps se déroulait au ralenti et j'avais le temps de me poser et de voir le rebond et de me positionner parfaitement. » Et ben c'est un peu cette relation-là qu'on cherche de flow, où on a vraiment une conscience très fine de chaque instant. Parfois, j'encourage à prendre quelques respirations beaucoup plus lentes, à les faire au ralenti volontairement, juste pour sentir ce découpage du temps très fin. Et après, on se laisse respirer normalement, mais on garde cette idée d'avoir conscience de chaque instant. Après, ça, c'est les suggestions pour un peu toucher du doigt ce que c'est. Hein, cet enfant à la bouche ouverte et ce temps qui se ralentit, ce retour à une perception brute où on oublie
que le chant d'oiseau qu'on écoute, c'est un chant d'oiseau, et on redécouvre le son lui-même. Il y a aussi ce qu'on fait concrètement. Ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on commence d'habitude pas directement par de l'attention ouverte, puisque c'est l'attention ouverte la technique par excellence pour cultiver la pleine conscience. Mais on est aussi en pleine conscience à chaque fois qu'on observe une distraction, quand on est sur la respiration, par exemple. C'est la même chose. On va observer qu'elle est impermanente, que la pensée est impermanente, qu'elle n'est pas qui nous sommes. Et après, on revient à notre respiration. Et la respiration elle-même, on observe qu'elle est impermanente aussi et qu'elle n'est pas qui nous sommes. Mais la méditation qui nous met le plus en situation de sentir ce que c'est que cette pleine conscience-là, c'est l'attention ouverte, où on laisse l'expérience se dérouler librement, on se focalise sur rien, comme on l'a fait tout à l'heure, et on est juste présent. À chaque instant, on dit « Ah tiens, un son, ah tiens, une sensation, ah une pensée ». Et on commence d'habitude par la respiration, parce que ça établit un petit peu notre attention, ça nous rappelle ce que c'est que d'être en pleine conscience de quelque chose, et après on la lâche. Et on y revient. C'est pour ça que j'avais commencé par là, même si on a fait une méditation très très ouverte tout à l'heure. J'ai commencé par vous rappeler que la respiration était là et que si par moment vous êtes un peu perdu ou flottant, vous revenez à la respiration. La note mentale, techniquement, peut nous aider. Moi, j'aime bien simplement, si on est en attention ouverte, on peut commencer par nommer ce qu'on reconnaît quand on le reconnaît. Donc ça ressemble à son, sensation, pensée, son, sensation, etc. À ce rythme-là, ou parfois plus rapide ou plus lent, ça peut être très très rapide. Et si à un moment ça devient oppressant pour vous, vous arrêtez. Vous faites la même chose sans la note mentale et vous notez sans rien dire ce qui apparaît dans votre attention. Un élément important quand on est lancé dans cette attention ouverte, c'est qu'il n'y a pas de rien. Il n'y a jamais de rien. Si vous avez l'impression qu'il n'y a rien, c'est qu'il y a quelque chose. Et du coup, la question, c'est quand vous dites qu'il n'y a rien, vous êtes en train de faire quoi ? Et souvent, vous faites quelque chose. Et on peut faire un petit exercice. Attention, fermez les yeux et ne pensez à rien, ne portez votre attention sur rien. Ok. Et on va le refaire. Mais cette fois-ci, vous observez exactement ce qui se passe, ce que votre esprit est en train de faire quand vous lui dites de ne rien faire. Attention, ne faites rien, ne pensez à rien, n'observez rien. Alors, moi, subtilement, j'étais en train de regarder rien, mais c'est le sens qui était actif. Quand je dis maintenant, ne fais rien de spécial, ne pense à rien, je regardais ce rien. Donc, en fait, j'étais en train de regarder quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui c'était ça aussi ? Ce sens de la vue qui est plutôt moins subtilement mobilisé, ok. Pour qui c'était plutôt l'audition ? Vous étiez en train d'entendre rien, ok. Pour qui ça relevait plutôt de la sensation ? Ok. Pour qui c'était une pensée que vous aviez qui correspondait à ça? Ok. Une pensée de vide qui occupait le vide, quoi. Ouais. Il y avait d'autres choses qui sont pas mentionnées? Ok. Donc, on a généralement quand même un de nos 6 sens en méditation. On sait qu'on en a 6 puisqu'il y a la pensée aussi, qui est actif. Donc, c'est jamais vraiment du rien. Et si vous avez l'impression qu'il y a du rien, braquez votre projecteur sur ce rien, et ce sera un quelque chose. C'est pour ça que l'instruction aussi pour la méditation ouverte, c'est plutôt observer le son en attendant qu'il soit remplacé par autre chose, avec l'idée, l'implication que vous allez passer du son à autre chose. Il n'y aura pas une période de rien entre le son et autre chose, et la pensée ou la sensation. Ce qui va vous faire perdre pied dans la méditation d'attention ouverte, c'est la même chose que dans la respiration quand même. C'est-à-dire qu'un désir
ou un rejet, ces sensations comme la peur, l'anxiété, la colère, ou l'envie de quelque chose pourra vous faire perdre votre pleine conscience. Donc les 5 obstacles habituels. Il y a un truc aussi plus subtil, parfois c'est quand vous sortez de l'observation pour redevenir un moi-je qui observe. Vous voyez, vous êtes dans le son, sensation, pensée. Et tout à coup, il y a un petit virage subtil qui consiste à dire « je suis Pierre en train d'observer les sensations et les pensées ». Et là, vous êtes déjà plus complètement en pleine conscience pure, vous êtes une personne qui fait un truc. Et il y a cette conscience que vous êtes une personne qui fait un truc qui vous éloigne un petit peu de l'expérience. Et parfois, quand vous vous en êtes éloigné un petit peu, ça ouvre la porte à ce qu'une pensée apparaisse, ou à ce que vous commenciez à réfléchir sur ce fait que vous êtes Pierre en train de faire de l'attention ouverte. Et ça, qui voit vaguement de quoi je veux parler quand je dis ça? Cette impression que tout à coup vous re-solidifiez autour d'une personne. Et si vous réalisez que ça vous arrive parfois, évidemment la question c'est qu'est-ce qui va faire que ça arrive? Vous étiez en train d'écouter, de juste regarder, de juste sentir, et tout à coup, vous êtes un peu plus quelqu'un qui fait ça. Qu'est-ce qui vous a fait faire ce changement? Et ça, c'était un des trucs intéressants aussi que j'ai découvert chez moi. C'est pas du tout universel, mais chez moi, un des pièges qui me faisait redevenir un peu plus quelqu'un qui fait un truc, c'était les sensations autour du visage. Si tout à coup mon attention était attirée par quelque chose dans cette zone-là, ça avait tendance à me rappeler que j'étais Pierre. Et à partir de là, je pouvais recommencer à penser en tant que Pierre qui pense à des trucs et perdre un peu le fil de ma pleine conscience continue. Et pour vous, ce sera peut-être autre chose, mais souvent, il y a des choses, des perceptions précises qui ont tendance, et parfois c'est une douleur, évidemment, rien de plus costaud qu'une douleur pour nous rappeler que il y a sensation, pensée, mais en attendant, t'es quand même un être humain qui en ce moment a mal au genou. Et donc, paf, vous sortez de cette pleine conscience et vous redevenez cette personne qui a mal au genou. Et pareil, l'envie, évidemment, ça vous replace tout de suite en position de quelqu'un qui désire un truc. À quoi ça sert de cultiver cette pleine conscience? Donc, il y a vraiment, au-delà de l'aspect réduction du stress, enchantement, désenchantement, l'impermanence de ce que vous observez, ça vous révèle en creux la permanence de ce qui, en vous, l'observe. C'est-à-dire que si tout ce que vous observez va passer, changer, disparaître, alors cette chose en vous qui l'observe, elle, par définition, elle n'est pas affectée par ce changement, puisque c'est à partir de ce perchoir que vous observez que ça change et que ça passe, ce perchoir-là, il n'est pas concerné par le changement. Donc il y a quelque chose en vous qui peut tout observer, passer et changer, et ce quelque chose en vous, évidemment, lui, ne change pas et ne passe pas. C'est inévitable, on se rend compte de ça. Et de la même manière, il y a quelque chose en vous, cette faculté à observer, qui peut observer que les émotions ne sont pas qui vous êtes, que les sensations ne sont pas qui vous êtes, que les sons ne sont pas qui vous êtes. Du coup, cette partie-là, elle est qui vous êtes. En tout cas, elle l'est un peu plus, puisqu'elle peut observer tous ces trucs qui ne sont pas qui vous êtes. Donc, à force de pratiquer la pleine conscience, en même temps, on se désidentifie de plein de trucs, et en même temps, on renforce la conviction qu'il y a quelque chose en nous, qui a une permanence et qui a une certaine solidité. C'est très économe, c'est pas grand-chose, c'est juste cette capacité à observer. Mais ce quelque chose-là, il est toujours là, et il est très proche de notre identité. Et c'est un refuge. Ça nous offre une grande liberté, une grande sécurité, parce que quoi qu'il nous arrive, il y a ce truc en nous qui pourra l'observer, et dans lequel on pourra un petit peu se réfugier. Pour moi, c'est comme une safe place. J'ai toujours cette image on est dans un océan avec des vagues qui montent très haut, et on a l'impression qu'on est perdu, on se confond avec ces vagues, et les vagues émotionnelles, et qu'on va être submergé par ces vagues.
Et tout à coup, la pleine conscience, ça nous fait nous rappeler qu'en fait, on avait un bateau. Et le bateau, il nous sépare, il nous désidentifie des vagues. On n'est plus ces vagues émotionnelles parce qu'on est sur ce bateau. Donc on les observe. Et elles montent et elles redescendent. Donc c'est une métaphore pour l'impermanence. Les vagues, elles montent, mais elles redescendent, donc elles passent. Et on est à l'abri sur notre bateau, on les sent monter, on les sent redescendre. On ne se confond pas avec cette mer déchaînée. On est sur notre petite embarcation, très sécurisante. C'est une façon de trouver un endroit où est préservée notre sécurité, notre liberté face aux tempêtes et aux vagues. Et c'est très littéralement le refuge de notre intégrité. Je pense souvent à cet exemple d'un enseignant de méditation qui était atteint de la maladie d'Alzheimer des premiers stades et qui donnait une formation et qui a eu une absence, un de ces blancs qu'on peut avoir au début de cette maladie, pendant qu'il donnait la causerie. Et qui a rien dit pendant longtemps, et les gens évidemment commençaient à se regarder, à se demander ce qui se passait. Et puis qui ensuite s'est mis à énoncer, vu qu'il savait plus du tout où il en était, et qu'il avait récupéré quelque chose, à énoncer ce qu'il ressentait, confusion, peur, colère, confusion. Et au moment où il affirmait ça, il affirmait aussi qu'il y avait quelque chose en lui dont l'intégrité était préservée et qui pouvait observer ce qui lui arrivait. Donc il y a vraiment cette idée-là. C'est une partie de nous qui garde de l'intégrité, même quand cette intégrité est menacée. Et ça pose la question, une question qu'on me pose souvent, en tout cas dans les retraites, après les causeries sur la pleine conscience. Mais si nous ne sommes pas nos pensées, qui sommes-nous ? Je ne sais pas si ça vous est déjà venu. C'est cette espèce de précipice métaphysique. Et il y a deux réponses. La réponse numéro 1, si on est dans une finalité pratique, si notre but dans la vie c'est d'être heureux, alors qui sommes-nous réellement ? On s'en fout. Et on peut voir la pleine conscience et la désidentification comme un outil qui nous rend heureux, qui facilite grandement l'accès au bonheur. Et on continue, on sait que l'anxiété c'est pas qui nous sommes, que la colère c'est pas qui nous sommes, mais on continue d'avoir une identité, un passeport, on paye nos impôts, on a un caractère de cochon, on a plein de trucs solidifiés autour de cette personne qu'on est, mais on a juste un truc quand on a un problème qu'on peut utiliser pour se désidentifier et se sentir mieux. Et ça, c'est la réponse 1. La réponse 2, c'est si on a une finalité spirituelle à la pratique méditative. Et évidemment, c'est pas la même réponse. Parce que là, on peut s'interroger sur, ok, on a cet observateur intérieur, et si on se désidentifie de l'observateur, il reste quoi ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui transcende cet observateur-là ? Est-ce qu'il y a une existence et une réalité transcendante qu'on peut toucher du doigt par la pratique méditative ? Et il y a 12 ans, je vous aurais répondu petit 1, non. Petit 2, de toute façon, je m'en fous. Mais le temps a passé, mes tempes grisonnent. Et la sagesse, comme les kilos, s'accumule avec l'âge. Non, quoi, je lutte quand même un peu. Et j'en suis plus si sûr. Peut-être qu'il y a quelque chose de transcendant et peut-être que la pratique méditative nous aide à le toucher du doigt. Et à ce moment-là, encore une fois, c'est extrêmement simple sur papier, c'est très difficile pratiquement. Si vous avez de la curiosité pour une réalité
spirituelle transcendante, commencez par méditer, par avoir une expérience aussi stable que possible dans votre méditation, dans cet état de pleine conscience, et à un moment, quand il n'y a plus que cet observateur qui observe des sons, des sensations, des pensées, ayez de temps en temps la curiosité de vous dire, et si je braque mon projecteur sur l'observateur lui-même maintenant, au lieu d'observer les sensations, les pensées, si j'essaye d'observer ce qui observe, d'en faire un objet de méditation, qu'est-ce qui m'arrive? Peut-être rien, peut-être quelque chose d'intéressant. En tout cas, c'est pas compliqué de savoir dans quelle direction chercher, parce que c'est ça, évidemment. C'est en déconstruisant notre observateur lui-même qu'on peut aller au-delà de cet observateur. Et peut-être partager l'expérience de Mae Chi Kyu, nonne thaïlandaise, pour laquelle il est reconnu qu'elle a atteint l'éveil selon les critères exigeants ISO de la région, et qui nous dit, pour décrire ce que c'est que d'être elle, absolument tout est reconnu. Corps, ressenti, mémoire, pensée, conscience, son, image, odeur, goût, sensation, émotion, rejet, avidité, désir, confusion, tous sont reconnus. Là, on est dans la pleine conscience. C'est vraiment ça qu'elle décrit. Je les reconnais tous tels qu'ils existent, à leur état naturel. Là, on est dans cette idée d'aller vers les choses brutes, les données brutes de l'expérience, à leur état naturel. Mais quelle que soit l'intensité de mon exposition à leur présence, je suis incapable de détecter même un instant durant lequel ils auraient quelque pouvoir que ce soit sur mon cœur. Ils apparaissent, ils disparaissent, en permanence. Ils sont constamment changeants. Et jusque-là, on a la pratique laïque de pleine conscience. Bien perfectionnée, aboutie, mais on a juste ça. Alors il y a juste encore 2 phrases. Ils sont constamment changeants, mais la présence qui les reconnaît, elle, ne change pas un seul instant. Constante, elle n'est jamais née, jamais morte. Voilà, c'est juste ces 2 phrases-là. C'est cette idée qu'au-delà de l'impermanence, de la désidentification, il y a un quelque chose qu'on peut toucher du doigt, et que ce quelque chose a cette qualité supplémentaire, comme elle le dit, de n'être jamais né, jamais mort. On interprète ça comme vous voulez. Mais il y a une notion de transcendance. Quelque chose qui était là avant vous et qui sera là après vous. Donc on peut passer toute sa carrière méditative à ne pas se préoccuper de ces 2 dernières phrases et être super heureux. Donc on n'est pas obligé de s'en occuper. Mais si ça nous intéresse, on peut aussi le faire. Et à ce moment-là, c'est la direction qu'on prend, d'aller au-delà de ce qu'il nous reste d'identité quand il en reste déjà plus grand-chose. La seule chose que je peux dire, c'est que la désidentification telle que je la comprends méditative, elle est très sûre. C'est-à-dire que si on se désidentifie de cette manière-là, ça correspond pas à ce qu'on appelle en psychiatrie la dissociation. Vous savez, ces états où les gens sortent d'eux-mêmes, ne sont pas eux-mêmes. C'est pas du tout ça. On est tout à fait là, on est bien. C'est des changements qualitatifs dans la façon d'être présent. Voilà.